plusieurs options militaires pour porter ce coup fatal au régime qui pourrait inclure l'utilisation de forces terrestres et une campagne de bombardement massif. Allons plus loin, carte et image à l'appui avec vous, Général Chauvency. Le débarquement n'est peut-être qu'une question d'heures. Les militaires en cours de déploiement n'attendent plus que l'ordre du Pentagone. Une unité expéditionnaire des Marines arrivera cette semaine et une autre est actuellement en cours, est en route, tandis que le CENTCOM, regardez, publie aujourd'hui ces images de frappe. Les forces américaines, nous dit-on, continuent d'éliminer les menaces posées par le régime iranien. Plus de 10 000 cibles au total ont été frappées depuis le début de l'opération Epic Fury. Et l'étape d'après, que le président américain va peut-être annoncer dans quelques instants, devrait se concentrer sur les îles stratégiques de l'Iran. Premier scénario, on en parle beaucoup, mais il ne fait que s'affiner au cours des jours et au cours des heures, envahir ou bloquer l'île de Karg, principal centre d'exportation de pétrole iranien, donc une île hautement stratégique. L'Iran a d'ailleurs déployé ces dernières semaines des pièges et renforcé ses effectifs militaires et ses défenses aériennes sur l'île de Karg en prévision justement d'une éventuelle opération américaine. Général Chauvency, on sait que les parachutistes dont on parlait hier pourraient sécuriser un aéroport sur l'île et permettre l'arrivée de renforts. Ça reste une opération hautement périlleuse. Oui, tout à fait, parce que s'il y a des forces sur l'île de Karg, ça veut dire qu'elles vont défendre à tout prix cette île. Maintenant, c'est 24 km² ou 25 km², ce qui est quand même... Ne nous faisons pas d'illusions, ça fait à mon avis des semaines que les Américains cartographient quartier par quartier, oserais-je dire, l'île. Donc ce ne sera pas comme dans une grande ville n'importe où, en Irak hier, aujourd'hui ailleurs, la carte est complètement cartographiée, là où est l'ennemi est identifié. Étude très précise du terrain. Voilà, donc on n'y va pas à l'aveugle. Donc je dirais que tout ce qui se passe aujourd'hui à l'île de Karg doit être forcément cartographié par les drones de reconnaissance, éventuellement par des avions, et que tout le terrain est préparé au point de vue renseignement. Ça n'empêche pas, effectivement, du piégeage, du minage, des troupes installées, mais je pense aussi, alors on ne parle pas beaucoup de frappes sur l'île de Karg actuellement, à notre connaissance. En revanche, peut-être parce qu'il y a de l'hydrocarbure, ça peut poser problème. Mais en tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, les Américains seraient en mesure, malgré des pertes vraisemblable de s'emparer de cette île, puisque de toute façon, cette île, elle est à, certes à 350 km en gros de la péninsule arabique, oui. Elle est à 25 km des côtes iraniennes. Les renforts par la voie de mer, je pense, auront du mal à arriver du côté iranien, car forcément l'espace aérien étant contrôlé par les Américains, je vois mal comment les Iraniens pourraient échapper à une frappe destructrice. Deuxième scénario qui concerne une île dont on parle beaucoup moins, l'invasion de l'Arak. C'est une île qui se trouve près de l'île de Keshm. On va le voir sur la carte qui va s'afficher. Voilà, l'île de l'Arak, elle n'est pas représentée, mais elle est vraiment tout près de l'île de Keshm. Une île qui permet à l'Iran de consolider son contrôle justement sur le détroit d'Ormuz. Un poste avancé qui abrite des bunkers, des vedettes d'attaque capables de détruire des cargos et des radars qui surveillent justement tous les mouvements dans le détroit. Oui, tout à fait. En fait, c'est une île déjà qui fait 77 km², donc 3 fois plus grande que l'île de Karg. Déjà beaucoup plus difficile, sans doute, à saisir en termes de superficie. Bien sûr, ça justifierait complètement le déploiement des Marines qui arrivent, parce que là, effectivement, c'est une cible, je dirais, tout à fait à leur portée. Mais néanmoins, ce détroit est extrêmement dangereux, puisque de toute façon, les Iraniens peuvent frapper d'où ils veulent. Donc moi, j'ai du mal à comprendre qu'une force de Marines puisse essayer de s'emparer de cette île comme cela, au moins par les Marines, parce que ça serait déjà des bateaux qui seraient cibles depuis le départ, et donc les pertes risquent d'être importantes. Et quand on coule un navire avec un certain nombre de centaines de Marines à bord, je pense que ça fait tâche dans le dispositif militaire. Donc moi, je ne crois pas à cette conquête de l'île. En revanche, que tout ce qui est dessus soit détruit, je pense que c'est déjà en cours, parce que je vois pourquoi ça ne le serait pas, et que de toute façon, quel autre intérêt à part le contrôle géographique du détroit ? Mais ça n'empêchera pas finalement d'être en vulnérabilité face aux Iraniens. Troisième scénario général, s'emparer d'une île hautement stratégique également, Abu Moussa, on voit là, et les deux autres îles, la Petite Toum et l'île Grande Toub, qui sont contrôlées par l'Iran, mais également revendiquées par les Émirats Arabes Unis.
Oui, alors je dirais qu'il y aurait presque une opportunité pour les Émiratis, finalement, de contribuer à l'effort de guerre. N'oublions pas que les Émiratis sont frappés par les Iraniens depuis des semaines, sans qu'ils n'aient vraiment riposté. Ils n'ont fait que se défendre. Et ce serait peut-être l'opportunité, en liaison avec les Américains, finalement, de reconquérir des territoires qu'ils revendiquent et qu'ils estiment émiriens. Donc, mais en termes, je dirais, de valeur militaire, elle est faible. En revanche, en valeur de contrôle du détroit, elle est forte. Donc on est bien dans ce contrôle des îles qui à terme pourraient être des facteurs clés, à condition que ce ne soit pas aux mains des Iraniens, de contrôler la circulation maritime et bien sûr des pétroliers. Au total, dernière carte que l'on veut vous montrer, je voudrais qu'on montre la carte de déploiement de toutes les forces américaines au Moyen-Orient, pas seulement évidemment au large du golfe Persique, parce qu'au total, vous voyez, hein, en Syrie, Jordanie, au Qatar, également au Koweït, c'est 50 000 hommes, 50 000 soldats américains qui sont prêts à participer à des opérations dans toute cette zone. Oui, mais ce ne sont pas forcément des forces terrestres. Non. Donc on a des forces aéromaritimes en quelque sorte, beaucoup d'aviateurs. Hein. Si on prend la base d'Al-Udeid au Qatar, 10 000 hommes certes, mais c'est surtout 100 avions. Oui, on a représenté en bleu, hein. C'est vraiment un dispositif aérien en effet. Donc il y a une centaine d'avions, dont au moins 75 de guerre, sans oublier tout ce qu'il y a au niveau local. Donc en fait, moi je vois des bases, et on l'évoque depuis quelque temps, comme des bases mises en otage en quelque sorte, puisqu'elles ne peuvent pas être protégées correctement. Donc il y a un moment donné où, certes, on parle d'effectifs, les effectifs sont forcément redéployés, ils ne sont pas restés au contact depuis le 28 février, ils ont sans doute été redéployés d'ailleurs avant. Il y a eu d'ailleurs quelques pertes, hein. Je crois qu'on est à 13 militaires américains tués, dont 6 ou 7 sur une base, je ne sais plus sur laquelle, peut-être à Bahreïn, hein, où il y a le PC quand même de la 5e flotte américaine, tout comme le CENTCOM, une antenne de CENTCOM du commandement américain pour les opérations Moyen-Orient se trouve au Qatar. Donc on a effectivement des cibles naturelles pour les Iraniens, et il serait invraisemblable que toutes ces cibles restent au contact des Iraniens. Donc on va sans doute avoir une évaporation, si ce n'est pas déjà fait, de l'ensemble de ces effectifs, mais ces 50 000 hommes ne représentent pas en tant que tels une force de frappe terrestre. Ce sont des forces aéro-maritimes, en quelque sorte, et on voit bien que le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas le problème de l'espace aérien qui est là, ou de l'espace maritime, c'est être capable d'engager